de la ville marquée en tant qu'archéologue et en tant que président de la Société archéologique du Finistère, ce qui tombe très bien puisque Patrick Galliou est professeur émérite d'anglais de l'Université de Bretagne occidentale, membre du CRBC, mais il est également lui-même archéologue et l'actuel président de la Société archéologique du Finistère. Donc, qui de mieux placé pour nous parler de la ville marquée en ces termes que lui maintenant. Ma chère collègue, merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Nous allons continuer à faire pousser aujourd'hui une plante qui a commencé à se développer hier et ce matin, le point d'interrogation. Et le point d'interrogation, non pas bien sûr derrière président de la société, mais derrière archéologue, comme on aura l'occasion de le dire. En 1843 est fondée à Vannes l'association bretonne. Le but premier de cette association bien connue est de participer au développement agricole et à la connaissance de l'histoire et des traditions de Bretagne. C'est une société régionale, mais afin de promouvoir, de mieux ancrer cette recherche dans les départements bretons, elle va charger plusieurs de ses membres, des missi nobilici, de fonder ou de refonder dans les départements bretons des sociétés savantes qui s'attacheraient à étudier et à faire connaître l'histoire et les richesses monumentales de chacune de ces entités départementales. Plusieurs de ces sociétés vont prendre le nom d'archéologiques. C'est le cas de la société finistérienne, bien sûr. C'est le cas de la société d'Ille-et-Vilaine, la société archéologique d'Ille-et-Vilaine. C'est le cas de la société de Loire-Atlantique, Loire-Inférieure à cette époque, qui s'appelle la société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure. D'autres vont conserver des noms qui fleurent le début du XIXe siècle. Celle du Morbihan s'appelle toujours la Société polymatique du Morbihan. Beaucoup de ses membres, je pense, ne seraient pas capables de comprendre le sens de polymatique. De même que celle des Côtes d'Armor s'appelle la Société d'émulation des Côtes du Nord, à l'époque d'Armor aujourd'hui. Va se tenir ainsi à Quimper, le 27 mai 1845, la réunion constitutive de la Société archéologique du Finistère, sous la présidence de quelqu'un que l'on a évoqué hier, qui est Aimard de Blois de la Calande, qui est président de la classe, comme ça s'appelle, classe d'archéologie de l'association bretonne. Au nombre des 51 membres présents ou qui avaient donné délégation, se trouvaient les principaux érudits du département, comme le chevalier de Fréminville, qui est l'auteur d'une série d'ouvrages sur les antiquités de la Bretagne, entre 1827 et 1832, des ouvrages départementaux. Il est aussi peut-être encore plus connu par sa tendance, vers la fin de sa vie, à s'habiller en femme aux environs du cours d'Ageot à Brest. Le docteur Lehir, mais ça n'a aucune importance évidemment ici. J'espère. Le docteur Lehir, qui est le découvreur de la grotte de Rortoul à Guiclan, chez Anne Guillou actuellement, l'historien Armand du Châtelier, dont on parlera tout à l'heure, l'architecte diocésain Joseph Bigot, Dumas Chalard, qui est le fouilleur de la villa du Pérénou, en Plomelin, qui vient d'être mise en valeur récemment, et bien sûr Théodore Hersart de la ville marquée. La société finistérienne est au début une simple filiale de la classe d'archéologie de l'association bretonne. L'article 4 de son règlement intérieur stipule d'ailleurs que, je cite, les fonds versés par les membres de la société sont à la disposition de l'association bretonne. On ne saurait mieux dire. Dans ces premiers temps, la société finistérienne va se soucier principalement de la préservation des bâtiments religieux, en particulier l'église du Folgoat et celle de Guipavas. Et aussi, et ce qui est très important, de la création d'un musée départemental, qui est le musée départemental breton aujourd'hui, que vous connaissez à Quimper. Et dans ce musée pourraient être abrités les objets d'archéologie mis au jour fortuitement dans le Finistère, quelque temps auparavant. On voit y entrer
un certain nombre de choses, comme la tombe l'athénienne, de l'Athènes ancienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, pour faire plus clair, de Kéranquat en Quimper, et le mobilier du sarcophage de plomb du Pouldu en Cloire-Carnoët, qui est toujours ce mobilier au musée départemental breton. Le sarcophage, lui, n'y est pas entré. Vous avez ici une série d'éléments intéressants, de bouteilles de verre, une plaque à onguent, et vous montrez la petite bouteille toujours conservée au musée départemental breton. Donc voici des choses qui sont apparues avant 1840, qui se trouvent toujours sur place. En même temps, la société s'intéresse à l'archéologie romaine proprement dite. Elle écoute les communications de Bachelot de la Pilée, Jean-Marie Bachelot de la Pilée, sur les vestiges romains des environs de Douarnenez, et les travaux d'Aymar de Blois sur les voies antiques du Sud-Finistère. Alors ces réunions sont d'abord bisannuelles, et puis pour une raison que l'on ignore, elles vont s'espacer. À partir de 1849, la 17e séance de la Société se tient le 1er mars 1852, mais la réunion suivante n'a lieu que le 20 avril 1854. Il est à remarquer que cette société n'a pas publié de bulletin et qu'elle n'a pas d'archives. C'est grâce à un des témoins que l'on sait ce qu'on y faisait. Je vous rappelle que le 12 avril 1859, l'association bretonne, qui est soupçonnée, sans doute à raison de royalisme et de régionalisme, est dissoute par un arrêté du ministère de l'Intérieur. La société finistérienne, qui est filiale de l'association bretonne, disparaît bien sûr, elle est interdite. Conscient que cette disparition ne pouvait qu'être dommageable pour la préservation du patrimoine départemental, le baron Charles Richard, qui est préfet du Finistère, qui est bibliophile, qui aime les antiquités, décide par arrêté du 16 août 1862 de créer à Quimper une commission d'archéologie, je cite, chargée de reconnaître et de signaler les anciens monuments de diverses natures existant dans le département. Cette commission est solidement encadrée, comme il se doit à cette époque, par le préfet, par les sous-préfets, et elle regroupe une cinquantaine de membres qui, pour l'essentiel, appartenaient à l'ancienne société archéologique de la Ville-Marquet, y figure, bien entendu, comme représentant de l'arrondissement de Quimperlé. La première réunion de la commission n'a cependant lieu que près d'un an plus tard, le 11 mai 1863, et comme le note François Audran, l'un de ses membres, je cite, « La réunion dont je parle fut, je crois, la dernière de la commission archéologique instituée par monsieur le préfet. Cette commission, composée principalement de fonctionnaires, fermée à la majeure partie des travailleurs du département, n'ayant aucun budget et toujours sous la tutelle de l'administration, on pouvait difficilement encore charger la barque, ne pouvait exister. On le comprend bien. Le savoir, la bonne volonté, le dévouement de quelques-uns ne pouvaient la sauver. Elle mourut sans avoir rien produit. » Encore une autre. 10 ans plus tard, le 15 avril 1873, des membres du bureau de l'ancienne société, particulièrement René-François Lemaine, l'archiviste du département, et Aymar de Blois, se décident à convoquer une réunion constitutive à la mairie de Quimper. Nous sommes là sous la République, l'Empire c'est fini, donc le poids administratif est sans doute moins lourd. Cette nouvelle société archéologique du Finistère est présidée par Aymar de Blois. Et elle compte, bien sûr, la Ville-Marquet parmi ses membres fondateurs. Les années suivantes le montrent cependant, quand on dépouille les procès-verbaux, montrent qu'il était relativement peu assidu aux séances. Il avait tendance à ne pas se présenter, à retrouver des excuses pour ne pas être là. Mais malgré tout, il est élu à la présidence de la Société le 1er juillet 1876, en remplacement de Louis-Marie de Carnet, second président de l'histoire de la Société, décédé en mars de la même année. Donc je pense que malgré son absentéisme, son nom, son statut surtout, lui ont permis de devenir membre de la Société. Les archives de notre Société ont malheureusement disparu dans un incident que l'on connaît malheureusement bien à Quimperlé, une inondation à Quimper. Les locaux ont été inondés, les archives ont été elles aussi inondées et ont disparu. Donc on n'a plus que les procès-verbaux, on n'a plus les textes d'archives.
Donc il est élu et dès son élection, il a à gérer une crise interne des plus sérieuses. La Société archéologique du Finistère, et en particulier son secrétaire René-François Lemaine, qui est archiviste du Finistère et directeur du musée départemental, s'était intéressé à un site que vous connaissez, celui de Tronoën en Saint-Jean-Traulimont. Vous en connaissez le calvaire et l'église, bien sûr, pas ce qu'il y a sous la terre nécessairement. Où des découvertes fortuites faites par les agriculteurs signalaient un gisement archéologique du plus grand intérêt. Et ce gisement, les archéologues de l'époque, Lemaine, Duchâtelier, la Villemarqué, sont incapables d'en reconnaître la nature et la valeur. Je vous montre ici un fragment de casque, qui est un casque dit de type italo-celtique, qui est du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est un fragment, bien sûr. Vous avez le bouton sommital et la partie haute du casque, et puis en bas, à gauche, les paragnathides qui protègent les oreilles du combattant. En effet, vous vous doutez qu'il est toujours utile, lorsque l'on combat, de protéger ses oreilles, parce que si on vous coupe les oreilles d'un coup d'épée, le casque vous tombe sur le nez. C'est une simple remarque technique. On connaît 3 de ces casques en France, 3 seulement. Celui d'Amfreville, dans l'Eure, Amfreville-sous-les-Monts, qui est au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, et un casque trouvé, voici une vingtaine d'années, à Agry, dans les Charentes. Ce sont des casques, je dirais presque princiers, qui sont faits de fer, calottes de fer, recouvertes d'une tôle de bronze, recouvertes elles-mêmes d'une feuille d'or. Donc, des très beaux objets, et de la même manière, sont signalés par Lemaine, en particulier, des sabres romains. Des sabres romains qui n'ont rien de romain, qui ne sont pas des sabres, mais qui sont des épées de l'âge du fer, tout simplement. On a là, à Tronoën, un grand sanctuaire de l'âge du fer, un site remarquable, qui a livré une grande quantité d'armes et qui classe ce sanctuaire de Tronoën parmi ce qu'on appelle les grands sanctuaires de type belge, où les armes pliées, cassées, etc., sont déposées à l'intention de la divinité. Donc c'est un grand site intéressant, une grande partie a été achetée par Duchâtelier, passée ensuite au musée d'archéologie nationale, il reste peu de choses à Quimper. Mais ils se sont intéressés par ce site sans être capables d'en comprendre la valeur. C'est un peu dommage, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que Armand et Paul Duchâtelier, on a vu Armand, voilà, c'est le fils, Paul Duchâtelier, qui est un archéologue célèbre dans le Finistère à cette époque. Ils habitent le manoir de Kernus, à Pont-l'Abbé. Ils avaient commencé d'exploiter ce site pour leur propre collection. Ils avaient en effet une très belle collection dans leur manoir, dans leur château de Kernus, qui, à la mort de Paul Duchâtelier en 1911, a été racheté, heureusement, en partie par Saint-Germain-en-Laye. Donc ils alimentent leur collection. Lemaine, qui est alerté par ces activités douteuses des Duchâtelier, se précipite sur le site avec Xavier de Blois, qui est le fils d'Aymar de Blois, et Montifaux, qui est un ancien sous-préfet. Il constate l'importance du site, qui est placé sous la protection de la gendarmerie. Alors, vous imaginez que Duchâtelier, père et fils, ne sont pas très satisfaits de cette attitude, et ça dégénère en combat homérique au sein de la société. Les Duchâtelier exigent que soit porté à la connaissance de tout le public de la société un blâme public contre Lemaine, de Blois, Montifaux. La Villemarqué va refuser, il va avoir le courage de refuser, alors que les Duchâtelier sont bien connus, bien implantés dans le Finistère. Il va refuser que ce blâme public soit porté, il refuse que soit publiée une lettre des Duchâtelier dans le bulletin, etc., etc. Donc diverses péripéties qui ont été étudiées par notre ami et collègue Fanche Postic dans le bulletin de la Société archéologique du Finistère en 1987. Vous y trouverez le détail. Donc le 28 octobre, Duchâtelier, Armand est exclu de la société. C'est la seule opération de ce type qui a eu lieu dans les 170 ans de l'histoire de la société. La querelle se poursuit quelques mois encore par le truchement de la presse locale et puis le feu finit par s'éteindre à l'été 1877.
Les années suivantes ont été heureusement plus calmes pour notre ami Laville-Marquet, mais les procès-verbaux montrent toujours que le président, bien que régulièrement réélu au fil des années, est souvent absent aux réunions mensuelles, soit pour raison de maladie, soit parce qu'il se trouvait à Paris, aux réunions de l'Institut, bien sûr. Son activité lors de ces réunions est, je dirais, banale. Elle est celle de tous les présidents d'associations, c'est-à-dire qu'il présente les informations diverses, le décès des membres, les courriers reçus, les découvertes faites, et il donne la parole aux sociétaires qui souhaitent présenter une communication, et il lui-même anime un peu le débat une fois que ces communications ont été présentées. Mais la Société archéologique du Finistère, comme ses consoeurs bretonnes, n'est à cette époque un petit cénacle. En 1886, elle compte 150 membres. Et une dizaine à peu près viennent régulièrement aux réunions. Ce sont toujours les mêmes. C'est un tout petit cercle donc. Les années 1885-1886 ont été heureusement un peu plus actives, en raison d'un projet d'édition qui est lancé, et qui est lancé par Arthur Lemoine de la Borderie, que vous connaissez bien, et notre ami de la Borderie va publier le cartulaire de l'abbaye de Landévennec. Vous savez qu'il y a une nouvelle édition qui va sortir incessamment, et la Borderie est chargée de cette édition du cartulaire. Alors les choses se passent bien, ceci étant dit, il y a des conflit un petit peu entre la Borderie et la bibliothèque de Quimper, qui veut à tout prix récupérer son manuscrit. La Borderie traîne en disant « oui, j'ai pas fini », etc. Laville-Marquet le soutient. Il le soutient également dans un autre combat épique contre Domplaine, qui prétend avoir lu un mot, alors que la Borderie en a lu un autre. Enfin, voilà, la Borderie est quand même proche Laville-Marquet est quand même proche de la Borderie et le soutient. Un autre problème qui va agiter la société à cette époque, qui va vous surprendre sûrement, est le projet de destruction, ou du moins de déplacement, de l'Arc de Triomphe de Sizun. Il faut faire passer une route. Donc on va détruire, ou on va le bouger, en tout cas, l'Arc de Triomphe. Ceci nous paraît hallucinant aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. On détruisait quand même pas mal. Et ceci a mis en émoi les défenseurs du patrimoine finistérien, puis finit par être réglé dans un consensus général, tout se calme. 1886 aussi, on voit Laville-Marquet, je dirais, toucher l'archéologie ici, puisqu'il va offrir au musée des tuiles, des briques, des fragments de vases provenant, je cite, d'une fontaine souterraine très curieuse avec dôme et pilastres, qui venait d'être découverte à Mélac, à Kerfentenio en Mélac, qui, pour Laville-Marquet, était un sacellum. Je cite, un des rares spécimens des monuments religieux consacrés par la piété des Gallo-Romains à honorer les déesses mères et les sources. Bon, il va organiser une commission qui est chargée de surveiller les travaux, de régler les dépenses afférentes à ces travaux, de ce qui, malgré tout, dans les lignes suivantes du procès-verbal, est qualifié de terme romain, et non pas de sacellum, ce que n'est pas du tout d'ailleurs. Un rapport qui est dressé après le passage sur les lieux de M. de Colville, qui est le sous-préfet de Quimperlé, note d'ailleurs qu'il s'agit bien de termes implantés dans la vallée, les bâtiments d'habitation de la villa se situant classiquement sur les coteaux au-dessus, coteaux voisins. Et pour des raisons diverses, les fouilles qui ont été proposées par Laville-Marquet sont repoussées d'année en année. On en fait encore mention en 1892 et ça s'arrête, Laville-Marquet décédant peu de temps après. Ça n'a jamais été mené à terme. La même année, 1886, voit Laville-Marquet présenter à la Société, je cite, des spécimens de ciment romain, de tuiles à rebord, de charbon en grande quantité, recueillis à une grande profondeur sur l'area de la place Saint-Gurtierne, donc à Quimperlé. Les fouilles continuent, la Société archéologique du Finistère les suit avec intérêt. Elles seront l'objet d'un rapport de Monsieur le Président. Où est-il? Il n'a jamais été publié. J'ai cherché ces objets dans les collections du musée d'archéologie départementale, à l'époque où j'en faisais l'inventaire, grâce auquel, c'est une anecdote personnelle,
le conseiller général ayant décidé de me payer, mais n'ayant pas de ligne budgétaire, je suis très fier de montrer à mes enfants un bulletin de salaire où je suis Monsieur Patrick Galliou, femme de ménage. Et c'était un autre temps encore. Mais les objets ne sont pas arrivés au musée, on ne sait pas pourquoi. Et ces objets auraient dû rejoindre un autre objet, une crosse abbatiale découverte à Quimperlé, qui a été achetée par la ville marquée et cédée au musée en 1891. La grande affaire de ces années fut quand même le souhait exprimé par la ville marquée, qui relayait une demande de l'Institut, je crois, que fût rédigé un dictionnaire topographique et archéologique du Finistère, sur le modèle de celui que Louis Rosenzweig avait publié en 1870 pour le Morbihan, le dictionnaire topographique du département du Morbihan. En avril 87, un questionnaire est adressé aux membres correspondants d'une commission chargée de ce projet. Mais 2 ans plus tard, vous voyez très bien, vous connaissez comme moi le travail des commissions générales, 2 ans plus tard, novembre 89, la commission n'a toujours pas vu le jour et le dictionnaire non plus. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts presse la société de s'occuper activement de l'inventaire et de la description des monuments anciens du Finistère. La ville marquée regrette dans le bulletin que les efforts de la commission chargée de ce travail aient été mal secondés. Par qui? Sinon par lui. Enfin, le président pouvait quand même tirer une certaine fierté du fait que, grâce aussi aux hommes politiques du département, sa société, ce qui n'est pas fréquent, ait été reconnue d'utilité publique le 20 mars 1889. Et grâce à ceci, en 1891, la société a pu faire l'acquisition d'un dolmen à Brennilis, qui demeure à ce jour la seule propriété foncière de notre société. Je ne dirais pas que les présidents se font... Les cendres des présidents sont placées sous le dolmen. Ça se pourrait. La dernière année de la présidence de la ville marquée a été difficile. Les procès-verbaux montrent qu'il a été régulièrement absent. Pour maladie, bien sûr, régulièrement absent des séances de la société. Il meurt, comme vous le savez, en décembre 1895. Son successeur, élu en janvier de l'année suivante, étant le baron Maurice Alna du Fretet de Kerlaz, grand, comme il le dit lui-même, bousculeur de tumulus, c'est-à-dire qu'il en fouillait 2 ou 3 par jour. Un fouiller, c'est un terme, etc., mais un bien piètre archéologue que Maurice Alna du Fretet. Qu'est-ce que l'on peut conclure de la présidence de la ville marquée? Notons tout d'abord que ce n'est pas pour moi un archéologue. Un archéologue, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui se salit les mains, quelqu'un qui va lui-même creuser la terre pour en extraire des renseignements qui vont contribuer eux-mêmes, ces renseignements, à la fabrication de l'histoire. La ville marquée ne va jamais fouiller la terre, contrairement à Aymar de Blois, que l'on citait tout à l'heure, que l'on voyait hier en grande tenue avec ses médailles. Aymar de Blois va fouiller les tumulus de Rosmer en Pin-Mars, c'est juste à côté. Il n'en reste plus grand-chose des tumulus, mais il va les fouiller à côté du musée préhistorique de Porscarn. Du Châtelier lui-même est tout le temps sur le terrain en train de fouiller des tumulus ou d'autres sites, pas toujours très bien, comme le site de Tronoën qui a été fouillé comme un champ de patates, comme a dit un archéologue célèbre. Alna du Fretet lui-même qui passe son temps, on l'a dit, à bousculer des tumulus comme il le faisait, je crois aussi, des filles de ferme. Je ne plaisante pas, c'était un grand chasseur devant l'internel, un chasseur de loups et pas seulement de loups, si j'ai bien compris. Enfin, pas ça. Les interventions de la ville marquée sont toujours marquées par monsieur le membre de l'Institut. Il est membre de l'Institut et il est très fier de l'être, apparemment. Il va souvent aux réunions, il participe, c'est vrai, mais sous la présidence de monsieur Théodore Hersard, membre de l'Institut. C'est toujours en français, pas breton, bien sûr. Et ces interventions concernant les vestiges préhistoriques, les haches de pierre, en 1870-1879, ou les vestiges romains de Kerfentenieu en Mellac, 1886, sont peu nombreuses. La première intervention ne traite d'ailleurs pas de ces outils de pierre du néolithique, mais de leurs noms, des noms qui leur sont donnés en Bretagne.
et ailleurs. La seconde, on l'a vu, est assez peu probante parce que la ville marquée, qui a quand même une éducation classique, est fichtrement incapable de reconnaître des termes romains, ce qui est le b.a.-ba, je dirais, de l'archéologie romaine. Il y voit un temple de source, etc., etc. Ce n'est absolument pas ça. Ce sont des termes qui ont été ennoyés par une remontée dans la nappe phréatique. C'est tout banal, c'est tout simple. De la même manière, les découvertes faites à Quimperlé ne sont pas décrites, il n'y a pas de plan, on n'en sait rien. Les objets, on ne les a pas retrouvés. Et ceci est d'autant plus regrettable qu'on ne sait pas grand-chose. Alain le confirmera, de l'archéologie de Quimperlé, l'archéologie antique de Quimperlé. Il y a des mentions anciennes, mais il y a très très peu de choses. Et ceci aurait pu nous éclairer sur l'histoire de Quimperlé au Moyen-Âge, à l'époque romaine. Il y a des briques à rebord, des tuiles à rebord, plus exactement, c'est de l'époque romaine. Rappelons quand même qu'une monnaie byzantine, une monnaie d'Héraclius, frappée à Carthage, a été trouvée près de l'église Sainte-Croix à Quimperlé en 1892. Donc, ceci, c'est un manque, encore une fois, toute l'information a disparu. C'est vrai que le qualificatif d'archéologue masque à cette époque quantité de choses. On peut être archéologue en regardant, en étudiant les églises, comme en fouillant la terre. Et il est vrai que les sociétés dites archéologiques ont beaucoup plus produit d'articles traitant de l'histoire que de l'archéologie. Aujourd'hui encore, le bulletin de la Société archéologique du Finistère, sur ses 500 et quelques pages, va comporter peut-être 20 pages d'archéologie. Ce reste, c'est de l'histoire ou des articles sur la culture ou la littérature. On peut dire que si on regarde les articles de la ville marquée dans la Société archéologique, que ces articles appartiennent globalement au domaine qu'il appréciait particulièrement, celui de la langue bretonne et des traditions populaires. C'est un sujet qu'il a abordé dans une vingtaine de communications. Il est quand même actif dans ce sens-là. De 1876 à 1894. J'en cite quelques-uns. Note sur une inscription bretonne en 1876, la poésie des Cacous en 1877, la poésie bretonne sous Anne de Bretagne en 1883, le mystère cornique de Saint-Mériadec en 1887, etc., etc. Et on voit aussi que même s'il est l'inventeur, ou en tout cas l'acheteur de la crosse abbatiale de Quimperlé, il ne l'étudie pas. Un archéologue aujourd'hui, un historien en tout cas, l'étudierait, la décrirait, chercherait des parallèles, etc. La ville marquée, non, pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher les traditions populaires concernant les coqs. Parce qu'il y a un coq qui figure en effet sur la crosse, et donc voilà ce qui l'intéresse. Ce n'est pas un reproche que je lui fais, bien sûr, mais ceci n'a pas grand-chose à voir avec l'archéologie. De la gestion de la société au quotidien, on ne sait pas grand-chose. Je disais tout à l'heure que les archives qu'aurait pu laisser la ville marquée à la société ont été détruites. Les procès-verbaux sont utiles, mais nous donnent sans doute qu'une version allégée, expurgée peut-être des événements. Disons simplement qu'à la lumière de ce qu'ils nous disent, de la ville marquée ne semble pas s'être profondément impliqué dans la société archéologique du Finistère. Il a géré la société en bon père de famille. Et peut-être, comme on le disait ce matin, en arrivant vers la fin de sa vie, s'était-il en partie détaché des choses de cette terre, et en particulier de la gestion au quotidien d'une société de ce genre-là. Peut-être aussi avait-il, comme on dit en anglais, his fingers in too many pies, ses doigts dans beaucoup de tartes, et peut-être too many pies. Donc, c'est bien des années plus tard que la Société archéologique du Finistère a changé, puisque, je le rappelais tout à l'heure, elle avait 150 membres en 1886, et depuis la démocratisation qui a suivi, disons, la Seconde Guerre mondiale, elle a beaucoup cru, elle a beaucoup augmenté, puisqu'elle compte aujourd'hui 1200 membres, et que c'est la plus importante société historique de Bretagne, et même l'une des plus importantes sociétés historiques de France. Je vous remercie.